Très bien, merci. Donc je disais, ce premier thème que nous allons aborder, donc sur l'Europe et tout premièrement sur l'union monétaire. Vous avez un public ici qui est majoritairement composé d'ingénieurs qui ne sont pas toujours au fait des petites nuances ou problèmes qui peuvent être à l'origine de la crise. Donc on a décidé de commencer par une petite vidéo qui va rappeler un peu les conditions, les conséquences de la crise et surtout pourquoi il y a eu cette crise. Avec une particularité, puisque c'est une vidéo qui a été faite par Bloomberg, c'est-à-dire une vision plutôt américaine de la chose. Si ça veut bien se déclencher. The European debt crisis. Visualized. What is the European debt crisis? It's the failure of the euro, the currency that ties together 17 European countries in an intimate but flawed manner. Over the past 3 years, Greece, Portugal, Ireland, Italy, and Spain have all teetered on the brink of financial collapse, threatening to bring down the entire continent and the rest of the world. 27 countries signed the Maastricht Treaty and created the European Union. This made doing business across borders easier, but there was still one major obstacle: the different currencies. A decade later, they had won. The euro, launched on January 1st, 1999. Countries adopting the euro, called the euro area, discontinued their own currencies. They also discontinued their own monetary policies, giving control to the newly formed European Central Bank, commonly referred to as the ECB. The euro area now had one unified monetary policy, but it still had many different fiscal policies. A key reason for the current debt crisis: smaller countries suddenly had access to credit like never before. Greece and other countries, which previously could only borrow at rates around 18%, could now borrow for the same low rate as Germany. How? Germany's credit card. You see, joining the euro area is a lot like sharing a credit card. Germany's credit card. With a new abundance of cheap credit, Greece and other European countries were able to adjust their fiscal policies and increase spending to previously impossible level. Things continued this way as long as credit was available, and credit was available until 2008. Spurred by a collapse in the U.S. housing market, a credit crisis swept the globe, bringing borrowing to a halt everywhere. Suddenly, the Greek economy couldn't function. It couldn't borrow money to pay for all the new jobs and benefits it created. This was a problem for Greece, but because of the unified monetary policy, it was also a problem for all of Europe. Much of Europe had been on a spending spree and borrowed more money than it could ever repay. But the problem is, somebody has to pick up the tab, or else every country in the euro area will suffer. Since the countries that ran up the bill couldn't repay, everyone looked to Germany. The problem is, even if the debtor nations adopt austerity measures, and even if the bailout from Germany and the stronger countries helps them pay down their debts and avoid the immediate crisis, there's no system in place to prevent this from happening again. This brings us back to that fundamental division of monetary policy and fiscal policy. Ultimately, the euro area requires a fiscal union to match its monetary union, or neither. That is, there must be a political organization with authority to set fiscal policy within every euro area country. It must have the power to cut spending, raise taxes, and set laws. A fiscal union like this could actually prevent excessive borrowing and spending. It means surrendering sovereignty to a higher power. In essence, a United States of Europe. I'm not sure it's exactly the way I would represent things. First, Vous n'êtes pas obligé de parler en anglais, c'était juste la vidéo. Il ne sait pas s'ils vont être contents. Mon job était
donc de présider la Banque Centrale Européenne, ce qui fait que je ne fais plus tellement la différence dans ces matières-là entre le français et l'anglais. Mon cerveau ne fait pas la différence. Dès lors qu'on parle de ces sujets, en poésie, il fait la différence. Donc, premier commentaire, si vous me permettez, ce n'est pas en 2008 qu'a commencé la crise de l'Europe, contrairement à ce qu'ils ont dit, pas du tout immédiatement. Il y a eu en 2008 le deuxième épisode que j'ai dit. Le troisième épisode commence à la fin de l'année 2009. Et le grand paradoxe, c'est que pendant toute la période du deuxième épisode, alors même qu'effectivement les signatures publiques étaient beaucoup plus vulnérables qu'on ne le pensait, on ne le voyait pas. Je vais vous en donner une preuve. L'Irlande, qui a été le deuxième pays à être mis en cause dans sa qualité de signature publique dans la crise européenne, la crise mondiale, troisième épisode, l'Irlande, lorsqu'elle a garanti toutes ses banques, a vu l'argent mondial affluer à Dublin, parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur des signatures privées et ne mettait pas en cause du tout les signatures publiques. Donc il y a eu vraiment 3 épisodes. Deuxièmement, il est faux, naturellement, de dire que l'Europe de la zone euro dans son entièreté était surendettée. L'Europe zone euro est en consolidé, moins endettée que les États-Unis, à la fois en flux et en stock, beaucoup moins endettée que le Japon en flux et en stock, moins endettée que l'Angleterre en flux. Même niveau à peu près pour les stocks, c'est-à-dire l'encours de dette, l'encours total de dette publique. Donc vous voyez, il faut nuancer ce qui a été dit. Alors troisième point, et là je partage évidemment très largement l'analyse qui a été présentée, quand on a une monnaie unique, on doit avoir un cadre budgétaire qui vous permet d'être sûr que personne ne fait des bêtises gigantesques qui sont toujours possibles dans une zone à monnaie unique et qui ont des conséquences sur l'ensemble de la zone. Ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. Donc j'ai toujours été évidemment un avocat ardent qui n'a jamais été très populaire en France et nous le payons très très cher en ce moment, comme vous le savez, et qui n'a pas été populaire en Allemagne à un certain moment, ce qui fait que lorsque j'ai été nommé président à la fin de l'année 2003, mon premier discours au Parlement européen a été pour défendre le pacte de stabilité et de croissance contre l'Allemagne, contre la France et bien entendu contre l'Italie, les 3 grands pays étant extrêmement attachés à l'affaiblir et à ne pas le respecter. Donc ça a été complètement passé sous silence par Bloomberg, mais d'une certaine manière, on peut dire leur plaidoyer pour l'union fiscale, le fiscal union, est évidemment, au premier chef, évidemment, respectons les règles que nous nous sommes données. Et j'ai moi-même, je vais assez loin, je peux répondre à d'autres questions si vous en avez, assez loin dans le renforcement, non seulement de cette gouvernance budgétaire qui est indispensable dans une zone comme la zone euro et qui aurait permis d'éviter dans une large mesure les problèmes grecs et les problèmes portugais, mais aussi j'ai plaidé très fortement pour une gouvernance économique reposant très largement sur le contrôle des évolutions de compétitivité, des évolutions de différents indicateurs de compétitivité, à la fois les coûts unitaires de production et bien entendu aussi les comptes externes. Lorsqu'on a des coûts unitaires de production qui vont trop vite, qui remontent trop vite en euros et qu'on est en déficit de la balance des paiements courants, c'est qu'on a des problèmes et ces problèmes doivent être contrôlés. On a maintenant, après la crise, une gouvernance renforcée sur le plan budgétaire et une gouvernance qui n'existait pas mais qui existe maintenant sur le plan économique perçu sous l'angle de la compétitivité. Est-ce que ça va suffisamment loin ? Sûrement pas. Ça ne va sûrement pas encore suffisamment loin. Mais enfin, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez plus, au moment où nous parlons,
de crise aiguë de l'ensemble de la zone euro. Dernier point, et je conclue là-dessus, nous avons au total des pays avancés qui ont tous des problèmes, les mêmes problèmes. Nous étions l'épicentre, nous ne sommes plus vraiment un épicentre dramatique, tragique. Le Japon a d'énormes problèmes, bien sûr. Il aura une dette publique qui culminera peut-être à 240% du produit intérieur brut. Et comme je vous l'ai dit, en consolidé, les autres grands pays avancés sont eux-mêmes dans une situation qui n'est pas bonne. Les investisseurs mondiaux, les épargnants mondiaux ne font plus grande confiance à qui que ce soit. Donc nous savons que nous sommes dans un monde où il n'y a plus le privilège des treasuries, le privilège des signatures publiques qui était l'un des axes fondamentaux sur lequel l'ensemble du système financier mondial était fondé. C'est assez intéressant puisqu'en fait dans la vidéo on pointait le problème d'union fiscale et si on repart des travaux de l'économiste canadien Robert Mundell qui a un peu théorisé le bon fonctionnement de l'union monétaire, il citait 4 critères fondamentaux. Il y avait donc effectivement l'union fiscale, il y avait un niveau d'échanges commerciaux élevé entre les pays de l'Union, un marché du travail et des capitaux libre et homogène, et enfin une bonne résistance aux chocs asymétriques de l'économie mondiale. Et moi je voudrais vous parler un peu des chocs asymétriques de l'économie mondiale, puisqu'en fait pendant la crise de la dette de la zone euro, donc à partir de 2009-2010, on a élaboré un peu en catastrophe un certain nombre de systèmes au niveau européen de prévention des crises. Donc il y a le mécanisme européen de stabilité, maintenant il y a le mécanisme de supervision bancaire, le mécanisme de résolution bancaire, le mécanisme de garantie des dépôts. On a pu voir à travers ce qu'on nous a donné dans les médias que les systèmes étaient très complexes et très complexes à activer surtout. Est-ce que selon vous ces systèmes permettraient aujourd'hui de nous protéger efficacement et rapidement de nouvelles périodes instables si par exemple on était dans une situation type 2010 ? C'est évidemment la question centrale. Quelles sont les causes du fait que la zone euro a été l'épicentre de la crise mondiale? Et est-ce qu'en face de ces causes, on a mis suffisamment de riposte, finalement? Alors, j'énumère simplement, et on peut aller plus loin dans les questions. Je vois 6 causes, 4 causes propres à la zone euro, 2 propres à l'Europe dans son ensemble, à l'Union européenne dans son ensemble. Première cause, on n'a pas respecté le pacte de stabilité et de croissance, donc pas de gouvernance correcte sur le plan budgétaire, pas d'existence d'une gouvernance économique au sens contrôle de la compétitivité. Troisièmement, pas de mécanisme existant ex ante de gestion de crise, pas de mécanisme de stabilisation financière. Et 4, pas d'union bancaire. 2 autres causes qui sont propres à l'ensemble de l'Union européenne, pas d'achèvement du marché unique, et on est très loin de l'achèvement du marché unique s'agissant des services. Or, la zone à monnaie unique a besoin d'avoir une économie aussi souple que possible, aussi adaptative que possible, et puis pas de mise en œuvre active des réformes structurelles qui étaient l'un des programmes fondamentaux de l'Union européenne. Or, la zone euro a besoin elle-même d'avoir l'ensemble de ses marchés aussi souples que possible, l'ensemble de ses structures aussi souples que possible pour que les adaptations se fassent, pour qu'on n'ait pas des pays qui dérivent complètement et qui perdent à la fois de la compétitivité et de la crédibilité. Qu'est-ce qu'on a mis en face? J'élimine les 2 derniers, des bonnes paroles pour les 2 derniers, mais pas de renforcement réel, et je le regrette énormément, au niveau des 28 pays de l'Union européenne, de l'achèvement du marché unique et de la mise en œuvre des réformes structurelles. Mais il y a des bonnes paroles, il y a évidemment la reconnaissance du fait que c'est fondamental. Au niveau de la zone euro proprement dite, alors je crois qu'on peut dire que chacune des faiblesses a en face d'elle maintenant, en effet, comme vous l'avez dit vous-même, un certain nombre de décisions très importantes qui ont été prises. En face du pacte de stabilité et de croissance, on a un pacte de stabilité et de croissance renforcé notamment par ce qu'on appelle le semestre européen, renforcé par le Fiscal Compact, qui est un nouveau traité,
et renforcée par un renversement de la charge de la preuve dans son fonctionnement même. En face de l'absence de contrôle et de gouvernance des compétitivités, on a ce qu'on appelle le Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP. Retenez cet acronyme, je considère que le MIP est aussi important que le SGP. Sans la non-existence du Macroeconomic Imbalance Procedure, c'est-à-dire cette évaluation des évolutions de compétitivité, des évolutions des déficits éventuels ou excédents d'ailleurs externes, c'est ça le Macroeconomic Imbalance Procedure. Et l'Espagne et l'Irlande, deux des pays qui ont été sous tension gravissime, étaient des pays qui respectaient le pacte de stabilité et de croissance, mais qui avaient perdu énormément de compétitivité et qui, parce qu'ils avaient eu des bulles, notamment des bulles immobilières, mais les coûts unitaires de production avaient considérablement augmenté, ils étaient devenus non compétitifs. Donc, vous voyez, on a des décisions en face des faiblesses. Même chose pour l'union bancaire. Et là, on peut revenir là-dessus parce que c'est effectivement une union qui progresse, qui vient d'ailleurs de cheminer avec une décision positive, complexe mais positive, prise en ce qui concerne la résolution. Et puis, on a un fonds qui reste modeste, enfin, qui est un fonds de stabilisation, l'ISM, et qui couvre, si vous voulez, la quatrième faiblesse. Au total, dans ma compréhension du jugement de l'investisseur mondial, de l'épargnant mondial, la raison pour laquelle il considère que la zone euro n'est plus une zone dangereuse, vous avez le fait qu'on a mis des mesures en face de toutes les faiblesses, enfin des quatre faiblesses de la zone propre à la zone euro, et puis vous pouvez ajouter, parce que je crois que c'est très très important aussi, des éléments d'ajustement. Les 5 pays qui ont été sous stress sont des pays qui avaient en consolidé un déficit de la balance des paiements courants de moins 8,5% du PIB, c'est-à-dire énorme, avec une Grèce à moins 15% du produit intérieur brut. Au moment où je parle, sur les 12 prochains mois, tous seront en excédent ou balancés, à l'équilibre. Donc vous avez eu un énorme travail d'ajustement qui a été fait, qui est douloureux, qui a été payé très cher par malheureusement les citoyens de ces pays, les agents économiques, les plus démunis. On peut revenir là-dessus parce que je crois que c'est un des problèmes absolument majeurs que nous avons. Ils n'avaient pas le choix. Quand vous dépensez plus que vous ne gagnez, et ceci est vrai pour tout le monde, quand vous dépensez plus que vous ne gagnez, ou bien vous avez des philanthropes qui ont décidé de vous financer éternellement, et ça n'existe pas, les philanthropes qui décident de vous financer éternellement, donc à un moment ou à un autre, il faut s'arrêter et revenir à l'équilibre. Et ça peut être plus ou moins difficile, plus ou moins facile. Il y a une troisième raison pour laquelle l'investisseur mondial a un jugement beaucoup plus positif sur la zone euro, c'est que l'ensemble des démocraties politiques concernées ont toutes dit jusqu'à présent on ne veut pas sortir de la zone euro, ou on ne veut pas expulser le pays X, le pays Y de la zone euro. Et ceci est vrai de toutes nos démocraties, évidemment de la démocratie française, qui d'ailleurs ne s'est même pas posé vraiment la question, même s'il y a les partisans de la sortie de la zone euro, mais c'est vrai en Grèce, et vu de New York, beaucoup s'attendaient à ce que la Grèce dise c'est trop difficile, on préfère quitter la zone euro. C'est vrai aussi de l'Allemagne, et vu de New York, beaucoup étaient convaincus que l'Allemagne avait dit je n'aide pas la Grèce, et je préfère qu'elle sorte de la zone euro, pour ne pas parler des autres pays. Parce que d'autres pays se posaient des problèmes, comme le Bundestag pouvait se le poser, et d'autres pays pouvaient s'interroger sur le point de rester ou de ne pas rester. Je parle évidemment des pays qui étaient sous stress monumental. Au total, vu de Shanghai, de Hong Kong, de Singapour et de New York, surprise, surprise, toutes les démocraties européennes, dans la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, décident de préserver leur entreprise historique. La construction d'une Union européenne
approfondie avec la zone euro. Non seulement ça, mais vous le savez sans doute, il y en a certains sont encore debout, donc ils vont peut-être être surpris. Non seulement les 15 pays qui étaient dans la zone euro sont restés dans la zone euro, ce qui a beaucoup surpris New York et peut-être d'autres observateurs, mais 3 nouveaux pays sont entrés de la zone euro. Est-ce que vous le savez tous, ça? Ceux qui... Non, je ne veux pas être trop professoral. 3 pays sont entrés dans la zone euro depuis le dépôt du bilan de Lehman Brothers. Et nous sommes 18 maintenant, nous ne sommes pas 15. Parce que la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie sont entrés dans la zone euro. Et la Lituanie ne souhaite qu'une chose, c'est d'entrer dans la zone euro. Donc vous voyez, j'appelle votre attention un instant sur cette réflexion. Vous n'avez lu dans vos journaux, vous êtes très jeune, mais enfin, vous avez vécu toute cette crise de A à Z. Vous avez vu que l'euro est en grand danger, l'euro, on fait ça pour sauver l'euro, la zone euro est en perdition, et c'est effectivement la tonalité, même en Europe. Or, quand on regarde les faits, les 15 sont restés, 3 nouveaux pays ont rejoint, un 4e nouveau pays souhaite ardemment rejoindre, on verra, je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin, il souhaite rejoindre le plus vite possible. Donc 15, 18. Quant à l'euro, comme vous le savez, le principal problème de l'euro, c'est qu'il est réputé trop crédible, qu'il inspire trop confiance au monde entier et qu'il est trop fort. Alors pour vous voulez réconcilier ce qu'on lit dans tous les articles de journaux et ce qu'on entend en permanence et la réalité, c'est-à-dire que constamment, depuis le début de cette crise gravissime, la monnaie a été crédible, il faut évidemment s'interroger plus profondément et comprendre que nous sommes en présence de phénomènes qui sont complexes parce qu'ils sont à la fois réels, virtuels et ils utilisent nécessairement la communication mondiale qui a tendance peut-être à biaiser un tout petit peu les choses. Et puis, les hommes politiques européens ont eux-mêmes un argument assez fort quand ils peuvent dire « on fait ça pour sauver notre monnaie ». C'est un argument très fort. J'ai toujours dit à tous les chefs d'État et de gouvernement sauvez-vous vous-même, sauvez vos pays, surveillez-les bien, faites bien le boulot, mais la monnaie, ça va. C'est pas le problème, la monnaie. C'est pas la monnaie que vous sauvez. C'est l'intégrité de la zone euro en faisant en sorte que les pays qui étaient malheureusement en situation très difficile puissent en sortir. Et on a Il y a un 4e point, c'est la Banque centrale. Mais j'ai considéré que ça allait de soi. On a un spectateur qui nous demande, qui nous pose la question effectivement de l'austérité en tant que mesure pour sortir de la crise. Et il y a eu beaucoup de questions sur l'austérité. Est-ce que c'était le bon moment pour la faire? Et surtout, est-ce qu'on ne l'a pas fait trop vite? Et est-ce qu'à ce moment-là, la Grèce n'aurait pas eu intérêt peut-être à sortir de l'euro pour appliquer un rythme d'austérité plus mesuré? Finalement, quelles auraient été les conséquences si la Grèce était sortie de la zone euro? C'est évidemment une question fondamentale et ça a été un très très grand débat permanent. Premièrement, un pays qui dépense significativement plus qu'il ne gagne, et ça se lit dans les comptes externes, dans la balance des paiements courants. Un pays, par exemple, qui a 15% de déficit de balance des paiements courants, ce qui veut dire qu'au total, le pays dépense 15% de plus qu'il ne gagne. Au moment où, comme le disait Bloomberg, le reste du monde décide de ne plus prêter, quels sont ces choix, à votre avis? Quel est le vrai choix? Est-ce qu'on peut se poser le problème de l'austérité versus je ne sais pas quoi? Le malheureux pays, il n'a plus personne pour le financer. Donc il a le choix entre ne pas avoir de soutien du tout, ne pas se réformer lui-même, si je comprends bien, et dans ce cas-là, alors, regardez ce qui s'est passé en Argentine au pire moment de leur crise. Ils se sont retrouvés dans une situation totalement tragique, avec un effondrement total du pays, évidemment un chômage
absolument gigantesque, supérieur à celui qui a été observé en Grèce, et des problèmes totalement tragiques. Ou bien le pays se dit, bon, je dépensais 15% de plus que je gagnais, ça ne peut pas durer puisque j'ai plus de financier philanthrope mondial pour me financer, donc il faut que, de manière aussi ordonnée que possible, j'arrive à l'équilibre, et le cas échéant, je vais demander à des amis de m'aider. Quels amis? Le reste du monde, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, puisque il faut bien se souvenir que le Fonds monétaire international, il prête de l'argent à un moment où plus personne ne veut prêter d'argent. Donc, on lui demande de voir s'il veut bien prêter de l'argent. Qui veut bien prêter de l'argent? Le Fonds monétaire, c'est le Brésil, le Mexique, la Chine, l'Inde et l'ensemble des pays du monde. Et puis, on peut demander à l'Europe, c'est-à-dire aux voisins, est-ce que vous acceptez de me prêter de l'argent? C'est ça le problème. Alors, avec l'argent des voisins, avec l'argent du reste du monde, je peux espérer que mon ajustement sera moins tragique que si c'est un ajustement à l'Argentine, entre guillemets, puisque j'utilisais cette comparaison. Et donc, si vous voulez, une partie du débat austérité versus croissance, je crois qu'on peut l'éclairer comme ça. On n'a pas le choix de l'ajustement, c'est-à-dire de la réduction assez considérable de ce déficit énorme, l'augmentation des exportations par le renforcement de la compétitivité et la diminution de la consommation interne par le serrement de la ceinture. Il n'y a pas, en termes, si vous voulez, aussi simple que possible, vous n'avez pas le choix. Si, vous avez le choix. Vous pouvez demander de l'aide ou pas demander de l'aide. Si vous obtenez de l'aide, vous êtes dans une situation un peu meilleure. C'est la raison pour laquelle la démocratie grecque, au total, après longue méditation, s'est dit, finalement, c'est mon intérêt. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on a eu un vrai problème théorique économique, c'est que les modèles, notamment du FMI, donnaient plus de croissance en dépit de l'ajustement qui était fait. Et l'ajustement lui-même était inévitable, hein, j'y insiste. Ou bien vous trouvez un Bill Gates qui a décidé de donner toute sa fortune à la Grèce, et tant pis de la perdre peut-être, mais ça n'existait plus. Après la crise et à la fin de l'année 2009, on n'avait pas de financement pour les pays qui perdaient, enfin pour 3 pays, à vrai dire, en Europe, qui étaient considérés comme étant les pays avancés les plus vulnérables. Alors, en revanche, il y a un vrai problème, qui est un problème non pas d'ajustement, l'ajustement est inévitable, malheureusement. Ce qui est absolument scandaleux, c'est de mettre un pays avec 15% de déficit de la balance des paiements courants. Là, pour le coup, la responsabilité est énorme. Comment a-t-on pu laisser, et je dis la responsabilité est avant tout évidemment celle du pays concerné, elle est aussi celle des autres pays qui ne se sont pas alarmés quand certains pays ont vraiment dérapé, ont considérablement dérapé. Enfin, ça, c'est un autre sujet. En revanche, quand on ajuste, alors on peut ajuster, je vais caricaturer, on peut ajuster de 2 manières. Ou bien on décide de préserver totalement, autant que possible, disons, le niveau de vie de ceux qui ont un boulot. Parce que les gars qui ont un boulot, ils ont un syndicat, ils sont capables de se défendre, ils peuvent mettre le pays totalement à flanc s'ils se mettent tous en grève, etc. Donc, bargaining power de ceux qui ont un boulot est fort. Alors, si vous faites ça, c'est clair. Tant que les gens auront un boulot, ils auront le même niveau de vie qu'avant. Mais il y aura des licenciements massifs, et il n'y a pas un jeune qui trouvera un boulot. Parce qu'on a une économie qui n'est pas compétitive. Et donc l'ajustement se fait quasi exclusivement par la réduction de la dépense interne, la réduction de la demande interne, et pas par les augmentations d'exportation, puisqu'on ne remet pas d'aplomb la compétitivité. Et les jeunes sont étranglés, les outsiders sont absolument étranglés.
tous les unskilled, enfin, pardonnez-moi parce que les mots anglo-saxons, les mots anglais reviennent. Bref, on est dans une situation, si vous voulez, où on fait très très mal à ceux qui sont en dehors du système. Et bien entendu, beaucoup de ceux qui sont dans le système sont eux-mêmes licenciés. Ou bien vous faites exactement l'inverse. Vous décidez que vous appliquez, si vous voulez, un principe de proportionnalité. On a 15% de dépenses supplémentaires, tout le monde doit payer 15% de son revenu. Tout le monde, absolument tout le monde. Donc les salaires, tous les salaires diminuent massivement pour ceux qui ont un boulot. Tous les revenus doivent diminuer par justice distributive généralisée. Bien entendu, les prestations sociales doivent diminuer aussi. Tout diminue de 15%. Si tout diminue de 15%, vous augmentez évidemment assez substantiellement la compétitivité du pays. À la fois la compétitivité directe et indirecte, tous les frais généraux du pays, aussi bien que les coûts salariaux unitaires dans les entreprises exportatrices. Vous ne privilégiez pas les insiders par rapport aux outsiders. Et dans une vision un peu idyllique, vous avez beaucoup moins de dégâts sur le plan social. Le seul dégât sur le plan social étant que le revenu de chacun diminue. Et bien entendu, vous avez la préservation de l'emploi infiniment mieux que dans la formule d'avant. Chaque démocratie, dans une circonstance aussi tragique, doit arbitrer. Est-ce qu'elle préfère ceux qui ont un boulot ou ceux qui pourraient en avoir un et qui sont chômeurs? Suivez mon regard. Parce que nous, heureusement, nous n'avons pas été dans une situation tragique, mais nous avons une sacrée tendance à privilégier les insiders par rapport aux outsiders. Sinon, nous n'aurions pas du chômage de masse. Je sais que c'est la seconde partie de notre réunion, donc je ne veux pas trop anticiper. Mais bon, au total, donc, voilà la méditation libre à laquelle je vous propose de participer vous-même, si vous voulez, lorsqu'on se pose le problème de l'austérité. Alors, pour comprendre pourquoi il y a eu quand même cet immense débat austérité versus growth, vous avez d'abord, évidemment, le fait que le Fonds monétaire lui-même a dit « mes modèles, finalement, ne semblent pas correspondre exactement à la réalité ». Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est un problème qui me paraît un peu second. Il y a un autre problème beaucoup plus important, c'est qu'il y a l'austérité en Grèce et au Portugal, et puis la politique macroéconomique d'ensemble de la zone euro. L'idéal, évidemment, serait que l'ajustement des pays qui ont été en crise corresponde aussi une expansion dans les pays qui ont des marges de manœuvre, dans les pays qui, eux, ont des excédents de balance des paiements courants et qui peuvent se permettre, par conséquent, d'avoir peut-être plus d'activation de la demande interne, plus d'investissement dans leur propre pays. Il est clair que l'Allemagne, par exemple, est un pays qui a un très fort excédent de la balance des paiements courants, c'est pas le seul, et qui peut se poser le problème de savoir si elle ne devrait pas investir plus dans son propre pays. Un investissement supplémentaire en Allemagne, évidemment, active plus l'ensemble de l'économie de la zone euro, et c'est bon pour l'ensemble de l'économie de la zone euro, en tout cas dans les circonstances présentes. Et puis vous avez une autre raison pour laquelle le débat est très actif, c'est que ça a été un débat très actif aux États-Unis et en Angleterre. Alors là, on est dans un univers un peu différent, si vous voulez. Des économistes qui étaient les tenants de la non-austérité dans ces pays, en gros, faisaient le raisonnement selon lequel il n'y avait pas de contraintes externes. Les États-Unis trouveront toujours le moyen de financer leur déficit externe, et que par conséquent, on peut très bien se permettre d'arbitrer entre plus d'activation de l'économie ou moins d'activation de l'économie. Et donc, vous avez en permanence, dès que un pays qui n'a aucune réelle perception de sa contrainte externe commence à essayer de gérer mieux son budget, vous avez évidemment forcément des économistes qui disent « mais pourquoi allez-vous dans ce sens? Après tout, on n'a pas de problème. » À mon avis, ils ont tort, parce que je vous l'ai dit, tout pays aura un jour ou l'autre des problèmes.
lorsqu'ils se gèrent de manière distraite. En Angleterre, le débat a été très très fort. Ce débat anglo-saxon, si vous voulez, qui se pose dans des pays qui sont assez différents de l'ensemble de la zone euro, puisqu'ils n'étaient pas du tout mis en cause sur le plan de leur financement externe, qui se posait simplement le problème de la soutenabilité, de la durabilité de leur propre politique macroéconomique. Donc là, vous avez eu, et vous avez encore d'ailleurs, un débat très actif. Après avoir fait un rapide panel des causes et des directions qu'on peut prendre pour résoudre les problèmes de la zone euro, on voulait se concentrer un petit peu sur les différents outils qui étaient à notre disposition et qui ont fait notamment polémique, que ce soit entre différents États membres ou parfois même entre un gouvernement et un parti d'opposition au sein d'un même pays, un même État membre. Notamment, le premier outil, ce serait le rachat de dette par la BCE. Et un deuxième outil qui serait les eurobonds, qui permet de mutualiser la dette européenne afin de faire baisser les taux d'intérêt des pays les plus en difficulté. D'abord, un mot peut-être des eurobonds. On a parlé il y a un instant de l'ISM, c'est-à-dire de l'European Stability Mechanism, qui est, comme vous le savez, un fonds qui précisément permet d'aider des pays qui ont des difficultés. Il a fonctionné, il y a eu un nouveau traité d'ailleurs pour établir ce fonds, et ce fonds émet lui-même des bonds. Ces bonds ont la signature de l'Europe. Donc, des eurobonds, vous en avez déjà, si je puis dire. Alors, on peut dire que le fonds n'est pas assez important. Il est quand même très important que les Européens aient la capacité de se défendre s'il y a des attaques spéculatives, ce qui peut arriver à tout moment. Et le simple fait de pouvoir se défendre, évidemment, exerce un deterrent, une capacité, disons, de dissuasion vis-à-vis des attaquants, entre guillemets, éventuels. Les eurobonds au sens que... Donc les eurobonds existent déjà. Les eurobonds au sens que vous avez dit, c'est évidemment très différent. Ça consiste à dire mutualisons les risques d'une manière ou d'une autre entre Européens. Et grâce à cette mutualisation des risques, nous allons avoir une diminution considérable des taux d'intérêt, notamment pour les pays qui ont des primes de risque importantes, et nous allons nous retrouver dans une bien meilleure situation. Le problème que nous avons là, si vous voulez, c'est que si on est pour les eurobonds de manière affirmée, pas un petit morceau d'eurobonds comme l'ISM, mais avec une certaine généralisation, pourquoi pas fusion de tous les trésors de la zone euro qui émettent des bonds uniques, des treasuries uniques, avec la signature conjointe et solidaire de l'ensemble des trésors de la zone euro. Si vous avez ça, ça veut dire que votre budget est entre les mains du système qui émet ces bonds. Parce qu'il est impensable que les pays, les démocraties européennes acceptent de prendre des risques gigantesques si elles n'ont pas le contrôle de ces risques. Si nous avons des eurobonds en ce sens, ça veut dire que la France prend tout le risque de l'Italie, sans avoir rien à dire sur le budget italien. Donc on est forcément dans une situation où on suppose résolu un problème absolument majeur qui est celui de la fédération politique européenne, de la fédération politique de la zone euro. Il faut aller beaucoup plus loin dans la fédération politique pour arriver à ce niveau de solidarité, si je puis dire. Et il faut être bien conscient de ça, parce qu'on ne peut pas parler de la moitié du sujet sans parler de l'autre moitié du sujet. C'est pour cela que j'ai moi-même un concept un peu différent que je serais prêt à vous soumettre si la question m'est posée, mais je ne veux pas allonger la réponse. Alors pour la Banque centrale, le problème s'est posé de la manière suivante.
D'abord, il y a probablement des citoyens allemands dans cette salle. Est-ce qu'il y a des citoyens allemands? Non? Oui? Oui, vous êtes allemand? Alors, l'un des problèmes que nous avons... Pardon? Moi, j'ai pensé, il n'y a pas d'Eurobonds. Bah, il y a... Oui, oui, non, vous êtes d'accord. Et moi-même, comme vous avez vu, je suis très réservé pour des raisons qui sont évidentes. Ça ne m'étonne pas trop que vous ayez cette position. Mais un des problèmes que nous avons eu, et je parle sous votre contrôle, avec l'opinion publique allemande, c'est qu'au moment de la création de l'euro, les leaders allemands les plus pro-européens, le chancelier Kohl, Horst Köhler, mon ami qui a été président de la République allemande, Theo Weigel, tous ont dit, on fusionne les monnaies, mais on ne touche pas au budget. Il n'est pas question qu'il y ait des transferts, pas question qu'il y ait des subventions qui puissent aller d'un pays vers un autre. Chacun est responsable de son budget. C'est la règle dans la zone euro. En disant cela, on allait un tout petit peu plus loin que le traité lui-même, parce que le traité lui-même dit effectivement no bailing out, no transfer, no subsidy. Il ne dit pas no loans with interest. Ça, c'est pas ce que dit le traité. Et ce n'est pas, à vrai dire, ce que avaient compris la plupart des autres pays. Parce qu'il était un peu paradoxal que l'Amérique puisse prêter au Mexique, que la Chine et le Japon puissent prêter à la Thaïlande, mais qu'aucun pays européen de la zone euro ne puisse prêter à un autre pays européen de la zone euro. Donc c'est pas dans le traité, mais c'est contraire à la promesse politique qui a été faite en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on touche au budget, aussi bien les gouvernements en faisant des prêts, que la Banque centrale en achetant des titres, on choque profondément l'opinion allemande parce que on va à l'encontre d'une promesse politique. À mon avis, et je crois que sur le plan juridique, ceci est partagé par à peu près tout ce qu'il y a comme lawyers, à la fois nationaux et à Bruxelles, mais sur le plan de la promesse politique allemande, faire un prêt, c'est transgresser une promesse. Et transgresser une promesse très forte, parce que c'est une promesse qui a été faite au moment où les Allemands ont accepté que le Deutschmark fusionne avec les autres monnaies. Donc c'est une promesse qu'il faut comprendre, et il faut comprendre les réactions. Alors s'agissant des pays, comme vous le savez, il y a eu effectivement aide sous forme de prêts portant intérêt à 3 pays, 4 pays même en Europe, et ceci prouve que, bon, au total, c'était finalement possible. Mais ce n'est pas considéré par les opinions qui avaient eu cette promesse politique comme étant très, très convenable. La Banque centrale, quant à elle, a la capacité d'intervenir sur les marchés secondaires de dette, et bien entendu, elle considère que ce que lui permet le traité doit pouvoir être fait. La situation dans laquelle nous sommes trouvés a été la suivante. À 3 reprises, la transmission de la politique monétaire dans l'ensemble de la zone euro s'est trouvée gravement mise en cause. En mai 2010, parce que nous avions 3 pays qui étaient dans une situation extrêmement difficile, la Grèce, l'Irlande et le Portugal, qui représentaient probablement, il faudra refaire les calculs, mettons 8% de la zone euro, 8-9% de la zone euro. 3 pays, membres de la zone euro, dans lesquels notre politique monétaire n'arrivait plus à être transmise normalement.
Nous sommes à la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale, avec les banques centrales nationales, la Banque Centrale de tous les pays. Pas de 1, pas de 2, pas de 3, de 18 aujourd'hui, de 15 hier. Et donc, nous avons des devoirs. Le devoir de transmettre notre politique monétaire. C'est un devoir fondamental que nous ont donné les démocraties européennes quand elles ont décidé de créer la Banque centrale et de créer l'euro. Pour arriver à transmettre notre politique monétaire plus convenablement, je ne dis pas idéalement, mais plus convenablement, nous avons décidé, pour des raisons de politique monétaire, d'acheter, en effet, sur les marchés secondaires de dette, des treasuries de ces pays, en mai 2010. Justification entièrement monétaire. Nous n'avons pas fait ça pour soutenir des pays qui se géraient mal, etc. D'ailleurs, bien entendu, nous l'avons fait après avoir observé que les pays en question étaient en train d'ajuster, avaient pris des engagements fondamentaux pour s'ajuster, et que par conséquent, ils mettaient eux-mêmes les meilleures chances de leur côté, puisque le problème pour eux comme pour nous, c'était qu'on ait aussi rapidement que possible un rétablissement convaincant et durable de leur crédibilité, de sorte que les primes de risque deviennent raisonnables et que la transmission de la politique monétaire puisse être convenable. Et puis, en août 2011, nous avons eu cette fois-ci 5 pays en situation de stress, et non plus 8% du PIB de la zone euro, mais près de 40% du PIB de la zone euro. Et là, une situation d'une gravité exceptionnelle, puisque dans 40% du produit intérieur brut de la zone euro, notre politique monétaire n'était plus transmise normalement. Et c'est là que j'ai dû moi-même, avec mes collègues, prendre des décisions ultra lourdes, puisque j'ai écrit, je peux le dire maintenant parce qu'ils ont rendu ces lettres publiques, j'ai écrit aux 2 premiers ministres d'Italie et d'Espagne, en leur disant ce que, de notre propre observation, il nous semblait nécessaire qu'ils fassent pour rétablir leur crédibilité. Et après avoir observé pendant un week-end ce qu'ils faisaient de ces messages, nous avons décidé d'intervenir et donc d'acheter sur les marchés secondaires de dette des dettes de ces 2 pays. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements. Nous avons permis de rétablir, dans une mesure significative, une transmission plus normale de la politique monétaire. Et puis nous nous sommes retrouvés, alors après mon départ, dans une situation quasi identique, mais en plus dramatique, au milieu de l'année 2012. Et là, à nouveau, la Banque centrale a été appelée à dire « j'ai la capacité d'intervenir sur les marchés secondaires de dette pour des raisons de politique monétaire. » Et voilà ce que nous avons fait. Dans des conditions qui sont évidemment, encore une fois, qui ne peuvent être comprises que lorsqu'on sait qu'on est dans la crise la plus dramatique depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait pu être la plus dramatique depuis la Première Guerre mondiale, parce que des cas de figure dans lesquels un président de banque centrale écrit à 2 premiers ministres, dont l'un est un premier ministre du G7 et l'autre est l'un des 4 grands pays de la zone euro, et où on observe ce qu'ils font et on prend ensuite un certain nombre de décisions. Mais j'appelle votre attention sur le point, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de discussion entre la Banque centrale et les pays pour leur dire, voilà, si vous faites ceci, on fait cela, etc. Il y a eu un message aussi clair que possible, en âme et conscience, considérant qu'il fallait convaincre l'ensemble du monde de la capacité des pays en question de regagner leur crédibilité, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Et nous-mêmes, nous avons pris nos responsabilités pour des raisons de politique monétaire. Lors de notre dernier événement, nous avons eu le plaisir de recevoir M. Védrine. Et donc justement, on va passer une vidéo
de M. Védrine qui parle de la construction européenne. Nous aimerions savoir, si vous voulez bien, si vous partagez son point de vue. Si l'Europe veut dire que nous les Français et puis les autres, on n'en peut plus, on est trop fatigués, on a une histoire chargée, c'est affreux, on a fait la colonisation comme si on était tout seul, tout le monde l'a fait. Enfin, 1000 choses, vous avez vu dans la série de Repentance. Bon, on n'y arrive plus, on va s'en remettre à l'Europe. C'est l'Europe qui va continuer à notre place. Et puis la Commission qui va devenir le gouvernement, et puis tout ça. Si c'est ça, c'est pervers. Et ça fait 20 ans que c'est perdu à chaque fois. Donc tous ceux qui s'expriment sur ce ton-là, qui défendent une Europe qui va se substituer à nous à toute force, ils sont vaincus à chaque fois. Il y a une sorte de surproduction de normes du côté européen qui exaspère les gens pour rien, qui transforme des braves gens plutôt euro-réalistes, euro-compatibles, en euro-énergiques, puis en euro-sceptiques, puis en euro-hostile. Donc moi je pense qu'il faut revenir très clairement au fait qu'il ne s'agit pas de substituer à la France, l'Allemagne, la Slovaquie, je ne sais quoi, une sorte d'entité au-dessus qui flotte, qui ne sera jamais complètement démocratique, que les peuples n'intégreront jamais. Même l'école de Karlsruhe dit ça aujourd'hui. L'école de Karlsruhe en Allemagne. Elle dit que le Parlement européen ne doit pas avoir le dernier mot. Il n'est pas assez démocratique. Qu'est-ce qui est démocratique? C'est le Bundestag. Et je me rappelle très bien, Jean-Philippe Schröder, me disant, après, le pouvoir, il m'a dit, vous savez, s'il y avait eu un référendum en Allemagne au moment de 2005, c'est là quand il y a eu le nom français et néerlandais, le nom l'aurait emporté, sans aucun doute, en Allemagne. Et pourquoi? Parce que les électeurs ne supportent plus les notages par la Commission. Ils passent son temps à piquer leurs compétences obtenues par la Cour de justice. Donc, on pourrait accepter techniquement que certaines compétences abusives de la Commission qui va trop loin soient restituées aux États, qui gardent le niveau national, etc., pour montrer à justement une partie, disons, eurosceptique de notre volonté, que ça peut se corriger après tout, l'Europe. C'est ce que l'Europe, c'est très bien, il y a très longtemps, c'est une fédération d'États-nations. Et aucune nation n'en peut disparaître. Faire une pause sur les réformes institutionnelles, dire aux gens, on ne bouge plus pendant 10 ans. Après tout, c'était quoi le traité quand il y avait Paul Mitterrand? Quelqu'un s'en rappelle? Certainement personne. Et Giscard d'Estaing, personne ne s'en rappelle. C'est pas le traité qui était important, c'est la volonté politique. Donc moi je pense qu'il faut faire une pause institutionnelle. Il faut faire une pause en élargissement. Il faut adresser l'Union européenne sur l'aspect europuissance, ça y tient. En disant que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera impuissante et dépendante des autres. La lumière vient. Je ne comprends pas tout à fait la conclusion. Parce que si on veut une Europe puissance, je ne vois pas très bien comment ça peut être compatible avec le fait qu'il n'y a pas de commission, qu'il n'y a pas d'institution européenne centrale. Beaucoup des choses que dit Védrine me paraissent justes, en particulier la nécessité absolue de respecter le principe de subsidiarité partout où il doit être respecté. Le principe de subsidiarité, comme vous savez, ça consiste à dire ce qui peut être décidé au niveau national doit être décidé au niveau national. On le porte au niveau européen, ce qui ne peut être décidé qu'au niveau européen. Et là, c'est vrai qu'il faut veiller en permanence à un parfait respect, si vous voulez, de ce principe. C'est-à-dire éviter de faire décider au niveau européen des choses qui apparaissent tout à fait futiles et choquantes au niveau national, mais à l'inverse, ne pas conserver au niveau national des éléments de décision qui doivent être portés au niveau central. Par exemple, nous venons d'avoir une crise extrêmement grave, le non-respect du pacte de stabilité et de croissance et surtout la non-compréhension du fait que c'est absolument nécessaire d'avoir ce cadre budgétaire à partir du moment où on a une monnaie unique, c'est une très grave erreur. Je ne pense pas que Hubert Védrine, qui a été le secrétaire général de l'Élysée avec François Mitterrand, soit contre la monnaie unique. Ça m'étonnerait qu'il le soit contre, il ne l'a pas suggéré.
Et donc, il doit être d'accord avec moi pour dire, bien entendu, la gouvernance économique et budgétaire doit être clairement assumée au niveau central par l'intermédiaire, disons, de ces dimensions de gouvernance qu'on a déjà évoquées ensemble. C'est indispensable, absolument indispensable. Et on ne peut pas se permettre, dans ce domaine-là, malheureusement, on a pratiqué la négligence coupable, comme le reste du monde d'ailleurs, hein, parce que, encore une fois, n'oubliez pas, pour moi, tout ça c'est la crise des pays avancés. Nous avons eu le malheur d'en être l'épicentre, mais cette négligence a été généralisée dans l'ensemble des pays avancés. Et donc, un mot peut-être d'un concept que je trouve intéressant pour tenir compte à la fois, si vous voulez, de la spécificité de l'Europe, du fait que le principe de subsidiarité doit être respecté, et qu'en même temps, nous devons avoir clairement des mécanismes qui fonctionnent. Si vous ne respectez pas aujourd'hui le pacte de stabilité et de croissance, et si vous ne respectez pas la macroeconomic imbalance procedure, je ne le dis pas en français parce que c'est extrêmement long, c'est une procédure de surveillance, un mécanisme de surveillance des équilibres macroéconomiques. Si vous n'avez pas le respect de ces règles, si vous n'appliquez pas les recommandations, si ce faisant vous mettez en cause la stabilité de l'ensemble de la zone euro, un peu comme les pays négligents ont mis en cause la stabilité de l'ensemble de la zone euro et nous ont posé un problème majeur dont on a parlé, et à vous, à tous les citoyens de la zone euro, des problèmes majeurs. Pour le moment, les sanctions que l'on peut avoir contre un pays qui se comporte de manière irresponsable, ce sont des amendes. Alors vous voyez la crédibilité des amendes. Vous vous comportez extrêmement mal. Vous avez déjà des déficits partout. Vous êtes sur le point de tendre la sébile pour dire vous ne voudriez pas nous aider pour nous permettre de sortir d'une situation extrêmement difficile. Et à ce moment-là, on dit ah, amende. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas bien. D'ailleurs, les amendes n'ont jamais fonctionné. Et ce que je suggérerais volontiers personnellement, c'est que dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, c'est-à-dire en respectant strictement le principe de subsidiarité, on puisse activer une confédération ou une fédération économique et budgétaire que j'appelle par exception, c'est-à-dire ne fonctionnant pas pour tout le monde, mais fonctionnant rarement dans des cas particuliers. Et là alors, vous pourriez dire, eh bien, la Commission propose, le Conseil porte son jugement, un peu comme si c'était un Sénat, si vous voulez, une chambre haute de l'Europe, et le Parlement européen, élu au suffrage universel, prend la décision ultime. C'est démocratique. Ce sont les élus du suffrage universel qui décident. Non seulement les élus du pays concerné au Parlement européen, mais les élus de tous les pays de la zone euro, parce qu'ils sont tous concernés. Vous-même, vous votez en France, vous êtes concerné par les problèmes qui peuvent apparaître demain ou après-demain dans le pays X, Y ou Z. Bien entendu, il faut qu'il y ait un contact étroit avec le Parlement du pays concerné pour qu'on soit bien sûr que la concertation est aussi étroite que possible. Mais si vous voulez, l'argument d'Hubert avec lequel je ne serais pas d'accord, c'est de dire ce Parlement européen, élu au suffrage universel, n'a pas d'autorité, n'est pas vraiment démocratique. En fait, il aura l'autorité qu'on lui donnera. Et je ne vois pas comment on peut faire fonctionner même une fédération d'États souverains, c'est le mot qu'il a employé, sans avoir un vrai Parlement élu au suffrage universel. Et les élections européennes apparaissent accessoires aujourd'hui et pas centrales, et pourtant nous venons de démontrer que l'Europe de la zone euro était centrale pour nous et pas accessoire. Et donc il est un peu paradoxal, mais nous sommes en transition. En tout état de cause, ce dont nous parlons, c'est d'une construction historique
qui a commencé par un certain discours en 1950. À l'époque où ce discours a été prononcé, personne n'imaginait qu'un jour un ancien président de la Banque Centrale Européenne vous dirait l'euro, 335, 340 millions d'habitants européens ont la même monnaie, plus qu'aux États-Unis. Cet euro a tenu le coup dans la pire des crises. La zone euro elle-même, je vous en ai déjà parlé. Donc, si vous voulez, on peut tout présenter soit de manière négative, soit de manière positive, soit tout cela est fragile, soit la résilience a été assez exceptionnelle dans un vrai stress test. On peut être négatif ou positif. Comme toujours, quand on fait de l'histoire, en ce moment, ce qui se passe, c'est de l'histoire. On a démarré à partir de rien en 1950, et regardez ce qui s'est passé depuis. Évidemment, pour vous, moi j'ai vécu tout ça sur 35 ans à peu près. Vous voyez ce qu'il y a. Et vous avez vécu dans la paix jusqu'à présent, la sécurité, la stabilité, vos parents aussi. Ça n'était pas arrivé auparavant en Europe. Donc on vient d'avoir une période longue de paix, de stabilité, de prospérité. Elle a été tellement éclatante, cette période, que tout l'Est de l'Europe nous rejoint. Dire qu'il faut arrêter, c'est très difficile d'arrêter. On a vu qu'on ne pouvait même pas arrêter la zone euro, même en période de crise gravissime. 3 nouveaux pays rejoignent. Donc tout ça, si vous voulez, c'est de l'histoire. Et ceux qui ont vécu des moments historiques importants ont toujours vu à quel point tout ça était à double face, positif, négatif, incertain. Il y a des moments où on croit que bon, les choses vont aller complètement à rebours. D'ailleurs, de temps en temps, elles vont, à vrai dire, à rebours. Vous vous souvenez que la France avait lancé la communauté européenne de défense, très vigoureusement, et puis elle a voté contre ensuite. Donc, enfin, dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez, un instant de réflexion. Il reste très dangereux, ce monde d'aujourd'hui. Le petit bout d'Europe sur lequel nous sommes, il a des intérêts géostratégiques qui sont absolument aveuglants. Penser que la désunion vaut mieux que l'union me paraît ne pas correspondre à la réalité. Là, je ne me place pas simplement sur le plan économique, mais peut-être surtout sur le plan de la diplomatie, de la défense, de la sécurité. Et puis, quand on a créé le marché commun, à une époque d'ailleurs où le système de Bretton Woods faisait que vous aviez des fluctuations très étroites entre les différentes monnaies, puisqu'elles étaient toutes reliées au dollar des États-Unis. Nous avions un seul modèle, qui était les États-Unis d'Amérique. Et on se disait, bon, il faut pouvoir bénéficier des économies d'échelle, comme les États-Unis, devenir une économie continentale, comme les États-Unis. C'était le raisonnement, disons, du marché commun. Et aujourd'hui, les États-Unis sont effectivement un grand marché unique à monnaie unique. Et puis on a la Chine, grand marché unique à monnaie unique. On a l'Inde, grand marché unique à monnaie unique. On a l'Indonésie, qui croît elle-même extrêmement rapidement. On a le Brésil. Disons, le monde émergent, qui croît beaucoup plus rapidement que nous présente une constellation de zones à monnaie unique, de marché unique à monnaie unique, si je puis dire. Et là aussi, l'idée que c'était opportun d'adopter cette stratégie lorsqu'il n'y avait que les États-Unis et que ça ne l'est plus du tout, alors que nous sommes dans une constellation très importante de pays émergents qui très rapidement prennent des positions économiques en quantité et en qualité des membres du G7, ce serait évidemment un peu paradoxal. Mais clairement, moi-même, comme vous le voyez, je suis très, très associé à cette entreprise européenne. Et je ne voudrais pas suggérer que tout va bien, qu'il faut être complaisant, que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. Nous sommes dans un monde extraordinairement dangereux, qui reste dangereux. Je vous disais que nous sommes toujours en crise, les pays avancés. Et donc, pour la zone euro, qui non seulement a la crise des pays avancés, mais a ses propres problèmes d'audace historique, puisque nous sommes engagés dans une voie historique qui est incroyablement audacieuse. Donc il n'est pas très étonnant que nous ayons beaucoup de défis
à relever. Mais regardez les banques centrales des grands pays avancés, elles sont toutes encore dans des politiques qui sont extraordinairement non conventionnelles, alors même que nous sommes maintenant très longtemps après le déclenchement de cette crise, 6 ans après la crise, et on a toujours le déclenchement de la crise, et on a toujours au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et en Europe des politiques non conventionnelles qui signalent que les choses ne sont pas encore normales, que les choses ne vont pas encore très bien. Ça donne une idée, une mesure, si vous voulez, de la gravité de la crise que nous avons traversée et que nous traversons. Gravité qui n'est pas totalement perçue parce qu'on a évité le pire. Le counterfactual est extrêmement difficile à faire.